Bonsoir, mesdames, messieurs, Masal Khair en arabe. Je suis ravie, je suis heureuse de vous présenter cette séance de clôture pour plusieurs raisons. La première est le fait que je fais partie d'une grande famille médiatique, France Média Monde, un groupe qui a toujours porté et supporté la femme et le combat des femmes partout dans le monde pour l'égalité et pour la justice. Je ne vais pas vous citer toutes les raisons pour lesquelles je suis ravie d'être avec vous, parce qu'elles sont très nombreuses. La deuxième raison est plus personnelle. Je présente et j'anime depuis plus de 3 ans une émission sur France 24 en arabe qui s'appelle Hiya al-Hadath, qui était dédiée aux femmes. Cette émission m'a donné l'occasion de rencontrer et de recevoir des femmes formidables et de suivre de très près l'évolution, les progrès et la ténacité de la femme dans les pays arabes. Aujourd'hui, malheureusement, avec le terrorisme qui a pris en otage le débat, on n'a pas beaucoup l'occasion de parler de la complexité des sociétés maghrébines ainsi que du rôle crucial, très très important des femmes dans ces sociétés. Pour cela, je tiens à saluer le HuffPost Maghreb et l'Institut du monde arabe d'avoir organisé une telle rencontre de qualité. Je ne serai pas très longue, je vais juste vous dire que je suis très très fière d'être parmi vous. Je suis fière de vous, mesdames, de vos parcours très exceptionnels. Et permettez-moi, avant de vous donner la parole, d'accueillir un homme formidable, un homme qui a œuvré et qui œuvre toujours pour le monde arabe. Je nomme M. Jacques Lang, le président de l'Institut du monde arabe. Formidable, formidable, c'est un peu trop quand même. Pas si mal, disons. Non, mesdames et messieurs, 2 mots simplement. Alix Etourneau est une fabuleuse organisatrice. Elle a réussi, et je la félicite, et je la remercie, comme elle l'a fait probablement avec chacune et chacun d'entre vous, à m'embarquer dans cette extraordinaire aventure, et elle m'a demandé ce que je ne fais jamais, parce que je préfère que les invités s'expriment plutôt que le président de l'institution, et de vous accueillir à 15h et de vous accueillir à nouveau à 19h30. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est vraiment profondément sincère. Je suis admiratif de ce que vous avez organisé. J'ai eu la chance de pouvoir m'échapper de temps à autre et de venir vous rejoindre. La présence de toutes ces personnalités, et à un moment de Yves Michaud aussi, a fait entendre des voix, des vibrations, des espérances. Et au fond, d'une certaine manière, c'est comme une sorte de rêve qui s'accomplit grâce à vous, mesdames et messieurs, mais principalement mesdames. D'abord, dialoguer, se rencontrer, raconter, dire les expériences concrètes dans chacun des pays. Et sentir comment ici et là les choses avancent, stagnent, progressent. J'espère que ce qui a été dit aujourd'hui a été enregistré et sera publié. C'est réellement un moment rare d'intelligence, d'ouverture d'esprit et d'espoir. J'ajoute, je me répète, pour tous ceux qui, comme vous, en tout cas, tous ceux qui, comme moi, sont nés à la conscience civique par la lutte anticoloniale, à l'époque où l'Algérie, le Maroc, la Tunisie se battaient, et parfois les armes à la main, et dans des moments, et parfois cruellement réprimés. Beaucoup de gens de ma génération ont pris conscience de ce droit des peuples, de ce droit à la liberté, à l'expression. Et parmi les idées fortes qui, à ce moment-là, dans les années
56, 57, 58, parcouraient tous ceux qui rêvaient de la libération des peuples du Maghreb. C'était l'idée précisément du Maghreb, pour qui aujourd'hui est une idée qui peut sembler s'être endormie. Les rivalités ou les conflits, je ne veux pas évoquer ces sujets ici, d'autres raisons. Mais à travers vous, on a senti aujourd'hui, moi ça me touche énormément, on a senti vivre, renaître, plus fort que jamais, cet idéal, cette ambition d'un Maghreb réuni ou réunifié, et qui apporterait à chacun des trois peuples un supplément de bonheur, un supplément de développement. Et cela d'autant plus que, et vous le démontrez vous-même, tunisienne, algérienne, marocaine, que des liens réels existent. Et on a envie de dire aux uns et aux autres, mais écoutez ces femmes qui disent l'avenir, qui préparent ce chemin. Et comme disait tout à l'heure l'une d'entre vous, on y arrivera. On y arrivera et vous y arriverez. Donc, pardon, j'arrête, je commence à faire un discours et bravo, 1000 fois bravo. Alors, je remercie M. Jacques Lang pour les mots très touchants. Nous écouterons à présent une femme qui a beaucoup travaillé pour que cette journée et ces rencontres soient possibles. Je vous propose d'écouter Madame Alix Etourneau, fondatrice de HuffPost Maghreb. Bonsoir et merci beaucoup Jacques Lang pour cette introduction sans notes. Je suis beaucoup moins bonne dans l'impro, donc je vais quand même lire ce petit texte que j'ai écrit à cette occasion. Je voulais d'abord dire que le HuffPost est une plateforme d'échange et d'ouverture depuis sa création en 2013 et qu'il a toujours revendiqué le dialogue et que sa légitimité dans ce domaine n'était plus à démontrer. Alors, mettre aujourd'hui l'accent sur le défi du vivre ensemble, sur la tolérance, sur le respect mutuel nous a semblé une évidence à une période où on pourrait dire que l'individualisme, mais aussi le communautarisme et la tentation du repli sur soi font un retour en force dans nos sociétés. Il nous a également semblé une évidence d'être ici, de débuter cette nouvelle aventure à l'Institut du monde arabe. Et encore une fois, je remercie Jacques Lang qui n'a pas hésité une seconde quand on lui a proposé de monter ce projet. Et je remercie également toutes ces équipes qui nous ont accueillis et qui nous ont aidés tout au long de ce projet. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. C'est pas de moi. 50 ans plus tard, ce sont des propos de Martin Luther King qui semblent plus que jamais dans l'actualité. Et aujourd'hui, le HuffPost Maghreb va essayer, à sa façon, d'apporter sa modeste pierre à l'édifice du vivre ensemble. Alors elles sont 5 femmes formidables du Maghreb et de Libye. Je dois dire que s'il y avait des gens qui sont arrivés aujourd'hui à partir de 15h, elles sont 18 en réalité, mais elles sont 5 à prendre la parole ce soir. 5 femmes bien décidées à faire bouger les lignes, à faire tomber les barrières et à dépasser les frontières. Elles s'engagent, elles agissent et elles luttent aussi parfois, mais surtout, elles nous montrent le chemin. Parce qu'il faut bien reconnaître que tout ce qui change aujourd'hui dans les sociétés méditerranéennes, on le doit en grande partie au courage et à l'obstination des femmes. Le vivre ensemble n'est pas un acquis. Il ne se décrète pas par une loi. Il se construit chaque jour, patiemment et sans relâche. C'est une question de volonté et nous sommes toutes et tous concernés. Merci. Merci, Madame Etourneau. Cet après-midi de débat avec des femmes qui font bouger le Maghreb n'aurait certainement pas pu être possible sans le soutien des ambassades de France en Libye, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. La politique étrangère de la France a toujours œuvré pour l'application des droits de l'homme et a toujours soutenu le combat des femmes partout dans le monde. J'appelle M. Augustin Favreau, sous-directeur de la culture et des médias au Quai d'Orsay, à prendre la parole.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Président, cher Alix Etourneau, chers amis. Alors, je suis Augustin Favreau, je travaille au ministère des Affaires étrangères. Je représente aujourd'hui ma directrice générale de la mondialisation et de la culture, Anne-Marie Descottes, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir parce qu'elle est nommée ambassadrice à Berlin et part demain. Donc une femme ambassadrice de France à Berlin, il n'y a pas que dans le monde arabe que les choses changent. Je suis extrêmement heureux de la remplacer et très honoré d'être ici pour 3 raisons. La première, c'est d'être dans cette magnifique institution qu'est l'Institut du monde arabe, qui est le lieu de la diplomatie culturelle au sens le plus noble et le plus complet du terme, un lieu d'expression artistique, le lieu d'échange, de dialogue, le président l'a parfaitement rappelé à l'instant, et sur des enjeux et des défis, et celui d'aujourd'hui n'est pas le moindre, que nous partageons. Et c'est effectivement ça qui est intéressant, c'est que le défi de l'inclusion, de la participation des femmes à la société n'est pas l'apanage de la rive sud de la Méditerranée. Donc pour un diplomate, Lima, c'est vraiment une seconde maison. Et moi-même, en tant que conseiller culturel à Jérusalem ces 3 dernières années, j'ai pu en faire l'expérience en ayant la chance de pouvoir organiser avec les équipes de Jack Lang un événement culturel et scientifique sur Gaza. La deuxième raison de mon bonheur à être ici avec vous aujourd'hui, c'est évidemment le partenariat pour cette manifestation qui a été nouée avec le HuffPost Maghreb, et je salue Alix Etourneau. Le HuffPost, et pour nous aussi les diplomates, incarne parfaitement ce renouveau de la presse, le renouveau du journalisme qui allie l'exigence et l'excellence du journalisme, l'excellence ancestrale on pourrait dire, mais qui est alliée à une réflexion très moderne et très active sur les nouveaux modes de diffusion et de réception de la presse. Et vous êtes précurseur, je pense au HuffPost Maghreb, et sur un terrain évidemment privilégié pour ça, de cette révolution médiatique. Mais enfin, et évidemment, la raison principale de l'honneur qui m'est fait d'ouvrir cette clôture, c'est le thème et les actrices de ce forum, évidemment, ces femmes du Maghreb qui changent le monde. Cette transformation sociale, cette transformation de nos sociétés, elle s'appuie autant sur les femmes, j'irais même peut-être plus sur les femmes que sur les hommes. Et pour le ministère que je représente, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce constat très basique, si je puis dire, très physique, vaut action politique. Et elle vient de très haut parce que le président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron, a inscrit la question de la parité et des droits des femmes au cœur de son programme et de son action. Et au ministère des Affaires étrangères, on poursuit cet engagement présidentiel. Je voudrais à cet égard saluer mes collègues de la direction du développement durable, Anne-Charlotte Domartin notamment, qui fait la politique de développement de la France et qui a permis qu'en novembre dernier, une stratégie genre et développement soit adoptée. Alors c'est pas seulement une stratégie, c'est pas juste de l'abstraction, ça a une déclinaison très concrète, et en particulier pour le monde méditerranéen et en particulier pour le Maghreb. Je pense notamment au programme Femmes d'avenir en Méditerranée qui est organisé avec Sciences Po Paris. Il s'agit donc rien de moins que de reconstruire ou de construire nos sociétés ensemble. Et ensemble, permettez-moi, parce que c'est aussi ma fonction au ministère des Affaires étrangères, de parler plus spécifiquement du renforcement des capacités des sociétés civiles par la culture, et dans ce temple de la culture qu'est l'Institut du monde arabe, présidé par une personnalité extrêmement importante de la culture et des politiques culturelles. Et c'est tout le rôle de notre réseau diplomatique que d'essayer de nourrir ce dialogue des cultures, pour lequel il s'agit non pas de faire rayonner la culture française, ce qui est un peu court pour le dialogue culturel, mais d'aider à construire nos cultures, construire les cultures de l'autre, et par là même reconstruire ou construire
notre culture. Et c'est bien la mission du Quai d'Orsay, de ses partenaires comme l'Institut du monde arabe, des opérateurs comme l'Institut français, comme les opérateurs de l'audiovisuel et les entreprises de l'audiovisuel extérieur, France Média Monde, qui est très bien représenté ici ce soir, et évidemment du réseau, vous en avez parlé, nos ambassades, nos instituts, et je salue l'engagement des ambassades en Libye, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, le rôle de Tancred de la Morinerie depuis Tunis pour monter cet événement avec le HuffPost. Et dans cet ensemble de diplomatie d'influence, les femmes, les questions de genre, la question de la place des femmes dans la société sont vraiment au cœur de nos activités et de nos programmes. Je pense que certaines d'entre vous ont pu avoir des relations avec des programmes comme Saphir Lab pour le monde méditerranéen, ont pu être sensibilisés aux programmes de France Média Monde, de TV5 Monde, qui s'adressent plus spécifiquement aux femmes et qui reste un élément majeur, si ce n'est le cœur de l'action de renforcement des échanges culturels et de renforcement des sociétés civiles du monde méditerranéen et plus particulièrement au Maghreb. Je conclurai en vous redisant qu'au-delà d'une manifestation comme celle d'aujourd'hui, au-delà de paroles qui peuvent paraître un peu abstraites, le réseau que je vous ai décrit, nos outils, nos opérateurs, notre action est à votre service. Encore une fois, il ne s'agit pas pour nous de rayonner, mais pour nos partenaires de pouvoir s'appuyer sur un point de contact qui permet de nourrir dans les deux sens le dialogue entre nos cultures. Nous n'avons sur les questions de genre et de place des femmes dans la société, pas plus de leçons à donner à quelque partie du monde que ce soit. Travaillons ensemble sur ce sujet et sur bien d'autres et bien au-delà de ces rencontres. En tout cas, vous pouvez compter sur le ministère, sur son réseau, sur ses instituts, sur ses attachés culturels, sur ses attachés audiovisuels pour vous y aider. La tâche est immense, puisqu'en plus, repenser le vivre ensemble, c'est un travail assez herculéen, mais très enthousiasmant. Donc je nous souhaite un très bon travail et je vous remercie encore de m'avoir invité à m'exprimer. Bon travail. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Favreau. La parole maintenant est aux vedettes de cette soirée. Je vous propose d'accueillir dans quelques minutes Madame Faouzia Charfi, que je ne vous présenterai pas, mais je vous suggère qu'on regarde ensemble cette vidéo. Je m'appelle Faouzia Charfi, je suis tunisienne et professeure de physique à l'Université de Tunis. J'ai commencé à enseigner en 1964, j'étais très jeune. Et effectivement, dans ma carrière de physicienne, j'ai surtout travaillé avec des étudiants hommes et des collègues hommes. Pulvériser le plafond de verre, malheureusement, beaucoup n'y arrivent pas. Moi, je peux dire que j'ai eu la chance de le faire. Et j'ai eu 3 enfants, ça ne m'a pas empêché de continuer. Je dis souvent, la Tunisie est un pays singulier. Les femmes ont trouvé leur place, évidemment. Elles se sont battues et elles ont pu avoir des compagnons, des amis, des parents qui, effectivement, ont considéré que le fait qu'elles pouvaient aller très loin dans le domaine de la recherche scientifique, c'était important pour le pays. J'ai donc beaucoup travaillé les années 90. J'ai aussi monté un nouveau laboratoire de physique des semi-conducteurs et en 2002, j'ai été mise à la retraite, sur le plan administratif, donc c'était possible. Et en fait, à ce moment-là, Ben Ali ne supportait aucune opposition et ne supportait pas les esprits libres. Donc, c'était une fermeture totale et nous étions surveillés. Le téléphone, la maison, le courrier, réellement, la révolution du 14 janvier nous a redonné la parole, une parole libre. Ah, c'était une libération extraordinaire.
conscience. Ça, c'est très important. Mais à la liberté de conscience, on ajoute l'atteinte au sacré, ce qui est une inquiétude sérieuse. Moi, je pense qu'il faudra être très vigilant, il faudra que les femmes continuent à montrer le chemin de la liberté totale, à montrer le chemin de la résistance. Je voudrais que ce pays ressemble au pays de mon père, de mon grand-père, c'est-à-dire, oui, un pays pour qui la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un des fondements. Alors, c'est avec plaisir qu'on accueille cette dame exceptionnelle. Madame Charfi a choisi de nous parler d'un sujet très important, la laïcité en terre d'islam. Nous écoutons Madame Charfi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là et j'ai choisi, dans le cadre de ce thème, Repenser le vivre ensemble, de vous parler de la laïcité en pays d'islam. Alors, pour commencer mon propos, je vais revenir aux années 1920. Pourquoi les années 1920 ? Elles me fascinent, elles sont extraordinaires. Elles ont été des années exceptionnelles sur tous les domaines, l'art, la peinture, l'architecture, la science bien sûr. Mais ces années 1920 aussi, il y a eu des femmes qui ont décidé de sortir du cadre dans lequel elles étaient enfermées. Et je vais vous parler de deux femmes tunisiennes que certaines connaissent ici, qui ont été à l'avant-garde du combat féministe. Elles ont manifesté leur volonté de liberté et le rejet du voile. Elles ont dénoncé l'état d'oppression auquel étaient soumises les Tunisiennes. La première dont je vais parler, c'est Manoubia Ouerteni. En 1924, elle se dévoile en public et elle prononce une intervention à la tribune de l'association culturelle L'Essor pour rompre avec l'état d'oppression. En 1929, c'est au tour de Habiba Manchari, à la même tribune, de s'adresser face à une salle comble. Et elle aussi, donc, elle parle de l'émancipation des femmes, dans le cadre d'une conférence qu'elle donnait avec le titre suivant « La femme musulmane de demain, pour ou contre le voile ». Elle défend l'éducation pour les filles, qui sont mariées bien trop jeunes, soumises à l'autorité du mari. Elle prône l'émancipation des femmes musulmanes et la nécessité de rompre avec les pratiques de hijab, c'est son expression. Elle plaide pour l'instruction obligatoire. Un an plus tard, c'est un homme que tout le monde connaît, Tahar Haded, diplômé de l'université traditionnelle de la Zitouna, qui lance son argumentation en faveur de l'émancipation des femmes. Tahar Haded considérait que cette émancipation s'inscrit dans le cadre de l'évolution de nos sociétés musulmanes. Il se démarque très clairement des conceptions traditionnalistes. Tahar Haded plaide pour qu'en pays d'islam, on abandonne ces règles normatives, immuables, permanentes, ces règles que j'appelle, moi, en tant que physicienne, ces fameuses constantes fondamentales islamiques qui sont hors du temps et de l'espace et qui limitent la liberté des femmes. Ce sont ces règles qui empêchent la société d'évoluer, écrit Tahar Haded dans son ouvrage « Notre femme dans la charia et dans la société », publié en 1930. C'est un vibrant plaidoyer pour l'émancipation des femmes dans les sociétés musulmanes, mais c'est aussi une démonstration que l'islam, bien compris, ne s'y oppose pas. Et ça, c'est fondamental. Tahar Haded propose des solutions courageuses pour la rénovation du droit musulman, en particulier, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, en Tunisie et au Maroc, la réforme du droit successoral. Tahar Haded ne s'interdit pas d'analyser de manière rationnelle les sources religieuses et d'en donner son interprétation. Par exemple, sur la question du voile, il incite les femmes à s'en libérer,
considérant qu'on leur impose le port du voile avec une rigueur qui semblerait dogmatique. C'est son expression. Mais vous pouvez bien imaginer que ces idées ne pouvaient pas passer facilement en 1930. Et elles ont suscité la colère des théologiens conservateurs de l'université de la Zitouna qui l'excluent de ses rangs. Mais ces idées ne resteront pas lettres mortes. Et beaucoup de Tunisiens ne vont pas attendre l'indépendance pour envoyer leurs filles à l'école, au lycée et même à l'université. Ce fut le cas de mon père et de mon grand-père. L'audacieux Tal Haddad est réhabilité après l'indépendance de la Tunisie et le Code du statut personnel tunisien, promulgué en août 1956, s'inspire largement de ces idées. Alors je voudrais poursuivre sur cette période des années 1920, parce que l'histoire c'est bien aussi, avec un personnage tout aussi important que Tal Haddad, un Égyptien, Ali Abdelrazak. Cet Égyptien était diplômé de l'université de l'Azhar et il prend position sur la question qui agite le monde musulman après l'abolition du califat par Atatürk, celle du pouvoir en islam. Question. Islam et politique seraient-ils liés à jamais? Ali Abdelrazak analyse ce problème dans un ouvrage intitulé « L'islam et les fondements du pouvoir », publié en avril 1925, à peine plus d'une année après la chute du califat. Alors, pour moi, Ali Abdelrazak, c'est 3 qualités. L'impertinence, l'audace, l'intelligence. L'impertinence, pourquoi? Comment pose-t-il la question du politique en pays d'islam? Il pose la question, le prophète était-il un roi? L'intelligence, c'est la manière dont il analyse la question. Il adopte une méthodologie d'ordre scientifique. Il propose des arguments très fouillés, tirés du texte coranique, tirés de l'analyse d'historiens comme Bedraldoun ou de réformateurs comme Tartawi. Et donc, il conclut. Et cette conclusion était révolutionnaire. Ali Abdelrazak était, comme Tal Haddad, un homme audacieux. Qu'est-ce qu'il soutient? Il soutient que cette institution, que les musulmans ont convenu d'appeler califat, est entièrement étrangère à leur religion et qu'il faut les convaincre que, je cite, « rien ne leur interdit de détruire ce système désuet qui les a avilis et les a endormis sous sa poigne ». Dans le contexte actuel, cette démonstration gagnerait à être connue. Elle a valu à son auteur, comme pour Tal Haddad, une condamnation de l'université de l'Azhar, qui le révoque. Évidemment, ses pairs ne pouvaient pas admettre que la question du pouvoir en islam soit abordée en toute quiétude dans le champ de la recherche scientifique avec une démarche qui s'inscrit dans la pensée moderne. La thèse qu'Ali Abdelrazak défend a été qualifiée, à juste titre, comme la plus formidable controverse du monde arabe au XXe siècle. Et elle est plus que jamais d'actualité. Ce texte fondateur lève l'ambiguïté qui est une source du blocage des sociétés musulmanes, l'ambiguïté du rapport entre l'islam et le politique, et cette ambiguïté les empêche les musulmans de concevoir l'autonomie donc du politique par rapport au religieux. Alors aujourd'hui, près d'un siècle après les textes d'Ali Abdelrazak et de Tal Haddad, qui ont marqué une rupture par rapport aux conceptions traditionnelles, et la rupture est fondamentale. En tant que physicienne, je peux dire qu'il ne se passe rien sans rupture. Il faut qu'il y ait une rupture pour que le monde avance. Alors, nous ne pouvons pas accepter encore aujourd'hui qu'on nous empêche d'exercer notre raison, d'interroger notre passé et de recourir à la critique historique. Nous ne pouvons pas
remettre à plus tard la levée des obstacles au respect des libertés individuelles. C'est ainsi que je conclus mon ouvrage « Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui ». Et j'ajoute que nous devons réagir aux assauts de l'islam politique et travailler pour la poursuite de la construction d'un État régi par le droit et par la loi et non par la norme religieuse. Nous n'avons pas à céder à ceux qui refusent l'adoption et le respect des valeurs universelles, les associant à un monde qui serait étranger à notre culture. Les libertés fondamentales, liberté de conscience, liberté de pensée, d'expression, doivent être reconnues et protégées. Et il n'y a pas lieu de limiter leur reconnaissance sous prétexte de spécificité culturelle. Ainsi, pourquoi, au nom d'un dogme religieux, les femmes devraient-elles être considérées inférieures aux hommes? Pourquoi également, au nom de ce dogme, l'école devrait-elle être le reflet du modèle religieux de l'État, d'un droit indissociable du corpus islamique? Pourquoi la science serait-elle indéfiniment liée à leur conception unique de la vérité? En tant que femmes engagées, libres et responsables, travaillons pour le respect des libertés fondamentales, pour l'autonomie du politique, l'autonomie de la science par rapport aux religieux. Poursuivons alors dans la filiation d'Ali Abdelrazak et de Tal Haddad le déblocage de la situation en pays d'islam et osons défendre de l'intérieur de l'islam la laïcité et le respect des libertés et de l'égalité. Je vous remercie. Merci Madame Fawzia Charfi pour cette intervention d'exception et cette démonstration scientifique de la laïcité. Alors, j'appelle à mes côtés une autre femme d'exception qui nous vient cette fois-ci du Maroc, Madame Samira Sitaïl. Madame Samira est directrice générale adjointe en charge de l'information au sein de la 2e chaîne marocaine. Sans plus tarder, je vous laisse, Madame, la parole. Allez-y. C'est vrai que c'est impressionnant vu d'ici. Bonsoir. Commencer évidemment par exprimer mes remerciements les plus appuyés à toute l'équipe du HuffPost Maghreb, dont c'est là le premier forum international. Plein succès pour les prochains, que j'espère nombreux. Et puis, évidemment, mes remerciements qui vont également à l'Institut du monde arabe. Et au-delà de nous recevoir chaleureusement aujourd'hui, le remercier parce qu'il s'attelle si justement, chaque fois un peu plus, à renforcer la connaissance de nos sociétés, de nos cultures, de nos histoires, nos civilisations, nos forces, et bien sûr également de nos faiblesses, dans le cadre de débats comme ceux que nous avons pu avoir tout au long de cet après-midi, et qui contribuent définitivement à traduire nos réalités respectives. Personnellement, j'ai énormément appris cet après-midi. J'avoue que pendant une petite demi-heure, j'avais un peu décroché pour des raisons professionnelles, mais j'ai suivi les interventions de toutes des 3 tables rondes. Et je le disais encore une fois, j'ai énormément appris des intervenantes, notamment sur la planification familiale en Tunisie, que je ne connaissais pas, avec Sonia Benchir, également l'accès à la culture, toujours en Tunisie, avec la Fondation Rambourg, et puis sur l'Algérie, avec notre talentueuse caricaturiste Daïfa, qui nous a fait beaucoup rire et dans laquelle nous nous sommes énormément également retrouvés, de par les situations qu'elle a pu décrire. Et puis la microfinance également, et j'en passe. Alors j'ai beaucoup appris, pourtant dans mon métier, à la tête de la télévision la plus influente du Maghreb, 2M,
Pourtant, je ne devrais être ni surprise, ni étonnée de certaines réalités qui ont pu être exposées tout au long de cet après-midi. Pourtant, encore une fois, je le suis. Je constate que la traduction de la réalité est devenue extrêmement difficile et il m'en coûte en tant que journaliste de vous faire cet aveu, mais c'est un fait. Le rythme effréné avec lequel nous prenons l'actualité chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde en pleine figure, ce rythme, cet emballement absolument extraordinaire que nous subissons à l'ère d'Internet dans un monde on ne peut plus tourmenté, eh bien la vérité avec une grande majuscule se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, c'est la domination du raccourci, du petit mot, de la photo, de la petite phrase, de l'extrait. C'est un chiffre, un nom, un verset, le plus souvent sorti de son contexte, et chacun se forge sa propre vérité. Et puis ça va tellement vite, et les réseaux sociaux qui sont venus bousculer tous ces ordres établis, ils permettent à tout citoyen, à tout le monde, de produire de l'information, de devenir journaliste et donc de livrer sa propre vérité. Tout va plus vite alors. Alors, on résume, on polit, on rabote, on racle, on dégraisse, on taille, on estropie, il y en a encore quelques-uns, on écume, on mutile, on élague, on rogne, on sabre, on émiette la vérité. Où est-elle? Où est la vérité? Nous sommes à l'ère de la consommation fast-food de l'information. Et de la manière dont on oublie le dernier hamburger avalé au McDonald's du coin, on oublie la dernière information consommée. Je ne parlerai pas des fake news, ni de l'émergence dans le monde d'une nouvelle génération de dirigeants qui ajoutent chaque jour à une gestion inquiétante des affaires de la planète par tweet interposé. Je passe sur les conflits, les menaces, les postures guerrières, le terrorisme, une religion noble, l'islam, défigurée dans la bouche d'extrémistes en tout genre, aussi bien dans celle de ceux qui se réclament de l'islam que de celle de ceux qui prétendent les combattre et qui font la preuve de la même ignorance qui aveugle les obscurantistes. La vérité, pour revenir à la femme, c'est qu'elle est un enjeu pour les deux camps. Les extrémistes religieux et beaucoup de ceux qui les combattent. La vérité est que les deux camps évaluent de la même manière. Par exemple, la décence, la longueur de la jupe. Évidemment, pour certains, pour un camp, elle sera jamais assez longue. Elle est évidemment toujours trop courte. Et puis, pour les autres, elle ne l'est pas assez. Le fait est que tous les deux sont munis d'un mètre à mesurer. Autant ainsi à la femme la liberté d'évaluer son propre ourlet. Le voile, parlons-en. Quand les uns veulent l'imposer, les autres voudraient l'interdire. Enlevant, là encore, à la femme la liberté de le porter ou de ne pas le mettre. Pour les deux camps, cela relève de la même forme de tyrannie. Elle n'est pas religieuse pour les uns, elle n'est pas laïque pour les autres. Elle est culturelle. Alors oui, peut-être que j'exagère un peu, tout petit peu, que je force le trait, un tout petit peu. Évidemment qu'il y a un camp
qui agit pour le progrès, qui travaille pour l'indépendance des femmes, qui travaille à l'affirmation de leurs droits, mais le fait est que l'infantilisation des femmes est dans les deux camps. L'ignorance est dans les deux camps, l'intolérance est dans les deux camps. Nous sommes pourtant condamnés à apprendre à vivre ensemble. Je ne parle pas évidemment des terroristes qui veulent détruire toute humanité et qu'il faut combattre sans état d'âme. Je parle bien de vous, je parle bien de moi, de nous, voilés, pas voilés, jupe courte ou robe longue. Et si la question de la femme est essentielle dans le vivre ensemble, elle n'est évidemment pas la seule. Musulmans, chrétiens, juifs, ou rien de tout cela, athées, conservateurs, hommes, femmes, blancs, noirs, et même travailleurs acharnés au service de la communauté, ou chômeurs, angoissés de ne pas trouver sa place. Tous devons apprendre à vivre ensemble et ne mener pour cela qu'une seule guerre, la seule qui vaille, celle contre l'ignorance. Elle se nourrit de petites miettes de vérité, elle se nourrit de petites vérités, et aujourd'hui donc, c'est chacun la sienne, le plus souvent dans les extrêmes, alors que, et cela est un fait, la vérité se trouve toujours quelque part au milieu. Et attention, ce n'était là que ma propre vérité. Merci. Merci Madame Staïl de nous avoir apporté votre regard de journaliste sur les questions relatives aux droits de la femme, à nos droits, dans votre présentation. Je vous laisse, mesdames, messieurs, le plaisir de découvrir une autre femme d'exception qui nous vient cette fois-ci d'Algérie. Regardons ensemble cette vidéo. Bonjour, donc vous aviez 6 ans au moment de la marche des peurs, comme on l'appelle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette histoire? Écoutez, effectivement, j'avais 6 ans, mais au cours de mes études, j'ai découvert cette histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme qui avait réuni en 1983 plus de 100 000 manifestants. J'avais été effarée par l'amnésie qui nous frappait quand on évoquait ces mobilisations d'une génération d'enfants d'immigrés qui, à l'époque, réclament l'égalité de droit. Et c'est ce qui m'a interpellée et poussée à m'intéresser à cette histoire, l'histoire de ces mobilisations sociales. Nous avons décidé de proposer une exposition sur les femmes immigrées et les mobilisations dans les quartiers, car il nous semblait qu'à l'occasion de la commémoration de la marche pour l'égalité contre le racisme, on avait peu évoqué la trajectoire de militantes qui avaient été pionnières en matière de mobilisation pour les droits et qui avaient connu des trajectoires intéressantes ces 30 dernières années, qui nous rappellent la place des femmes dans ces mouvements. Et c'est pour lever le voile sur cette question que nous avons proposé cette exposition de photographie. Du point de vue des mobilisations des femmes immigrées et maghrébines en particulier, la première vraie mobilisation date du 17 octobre 61, durant la guerre d'Algérie, quand les femmes algériennes s'opposent au couvre-feu et à l'arrestation de leur époux, qui ont manifesté le 17 octobre avec elles, et réclamant leur libération, elles apparaissent médiatiquement pour la première fois. Il faudra attendre la fin des années 70 et surtout cette marche de 83 pour voir apparaître la silhouette de ces femmes issues d'immigration qui demandent l'égalité pour elles et pour leurs frères, leurs fils et leurs époux, qui eux font l'objet de crimes racistes et sécuritaires, nombreux à l'époque, qui ensanglantent les quartiers populaires. Cette exposition évoque uniquement les femmes issues d'immigration dans les quartiers, qui participent également à des mouvements soit féministes, soit mixtes, comme par exemple la marche pour l'égalité, mais aussi par exemple les grèves de Chicago-Poissy qui concernent plutôt leur père ou leur époux, qui font massivement l'objet de licenciements. Donc ces femmes qui luttent à la fois pour l'égalité homme-femme, mais aussi plus largement contre le racisme et pour l'accès à l'égalité des droits,
le droit à un logement, le droit à la dignité, le droit à un emploi. Ces mouvements, qui impliquent les populations des quartiers populaires ou des mouvements propres aux femmes dans les quartiers, comme je disais, la lutte contre les mariages forcés ou contre les conflits de valeurs qui vont marquer les années 80, avant que cette problématique soit dominée par les questions autour du voile islamique, comme on a dit dans les médias à la fin des années 80. Ces femmes luttaient déjà pour leur propre émancipation. Permettez-moi d'appeler Madame Naïma Yahi, une femme exceptionnelle. C'est à vous la parole. Alors bonsoir, je ne suis pas sûre de mériter ce titre, mais j'en suis flattée. Je suis aussi impressionnée et émue parce que pour l'instant c'est un enchantement d'entendre mes consoeurs de lutte, et ici et là-bas, puisque vous m'annonciez algérienne, je le suis. Je suis une Algérienne de France, donc je suis un produit d'importation, importation par mes parents. Et nous allons y revenir. Donc je m'appuierai moi également aussi sur mes notes pour essayer de évoquer quelques enjeux, quelques figures féminines de ces fameuses militantes, ces femmes maghrébines qui en France ont porté ces luttes. Donc, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur, je l'ai dit. Je remercie le HuffPost Maghreb et aussi l'Institut du monde arabe pour lequel j'ai le plaisir parfois de venir animer quelques débats. C'est la première fois que je peux peut-être approfondir mon propos. Que vous dire si ce n'est que cet événement qui réunit ces grandes militants de tous les pays du Maghreb, et donc on disait Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, et donc de France, puisque je le représente ici, c'est aussi pour moi en creux l'opportunité de leur rendre hommage, puisque les fruits de mes travaux portant sur la mémoire des luttes portées par ces femmes maghrébines en France sont celui de vos sœurs de lutte, celles qui ont passé la Méditerranée et qui ont, par le biais des flux migratoires et de l'histoire, connu ce destin de s'installer ici dans les grands bassins d'emploi à la périphérie des grandes villes. En introduction, une fois n'est pas coutume, j'aimerais inscrire cette démonstration à travers un exercice d'égo-histoire et vous parler quelque peu de mon parcours personnel, puisque comme je l'ai rappelé, produit d'importation. D'abord, je suis née en France, au sein d'une famille algérienne dans le nord de la France, donc une immigration dans l'industrie textile, et j'ai grandi à la fin des années 70 et jusqu'à ce jour dans cette histoire d'une génération de nouveaux Français héritières de l'immigration algérienne dans mon cas, mais qui est comparable pour les 3 pays maghrébins, puisque le rattrapage démographique marocain et ensuite tunisien fait que nous sommes plusieurs millions à être aujourd'hui citoyens des 2 rives. Mon père s'installe en France en 63, donc après la guerre de libération, et ma mère, cette femme maghrébine, celle à qui j'ai envie, à travers vos mobilisations, de rendre hommage, le rejoint en 1972, le fameux début du regroupement familial. Alors, ma mère, nos mères, vous êtes mes mamans, vous êtes mes grandes sœurs du Maghreb, de France. Vous êtes celles à qui peut-être nous n'avons pas assez prêté attention, nous n'avons pas assez pris en compte votre participation et nos héritages de vos mobilisations qui continuent aujourd'hui à nous porter et dont nous sommes témoins et héritiers, hommes et femmes, en 2017. Avec la fin des grandes 30 glorieuses qui avaient amené, pour le cas des Maghrébins, plusieurs millions de ressortissants en France, nous avions assisté au début des années 80 à un discours de retour. Il fallait rentrer. Et c'est dans ces années d'incertitude que j'ai grandi, avec cette Algérie lointaine que je connaissais si peu et à laquelle on me promettait. Donc je devais rentrer dans un pays que je ne connaissais pas. Et nous sommes restés. Et nous sommes restés parce que des marcheurs, en 1983, ont dit à la France qu'ils étaient ici chez eux et qu'ils souhaitaient vivre en paix et vivre heureux en France. C'est ces fameux beurs, c'est comme ça qu'on les avait appelés à l'époque, qui ont marqué la chronique et qui ont pu peut-être fissurer ce plafond de verre médiatique qui
n'évoquait pas, qui invisibilisait ces travailleurs immigrés, ces hommes, et encore plus que les hommes, invisibilisait leurs femmes, ces mamans, qui n'étaient que des statistiques de regroupement, mais certainement pas perçues comme des actrices de changement. C'est ainsi que j'ai décidé, peut-être pour reconstituer ma propre légende familiale, de travailler également à l'action particulière des femmes maghrébines au sein des mouvements sociaux et politiques en immigration, à travers des publications, des expositions, des conférences comme celle-ci. Il s'est agi de rendre leur juste place dans la mémoire collective à ces actions des femmes. Donc on est dans la question du patrimoine des luttes. Et si les questions économiques et sociales imposent la figure du travailleur immigré jusqu'au début des années 70, l'installation de ces crises, comme je vous le disais, et du discours de retour et de stigmatisation avec le phénomène de l'implantation durable de l'extrême droite jusqu'à nos dernières élections, comme vous avez pu le remarquer, pose la question d'une narration. Nous évoquons et nous repensons les conditions du vivre ensemble, notamment au Maghreb, et son prolongement, c'est cette émigration en France et ces consoeurs de lutte qui participent aussi de ces problématiques du vivre ensemble. Et ce n'est pas anodin que ces rencontres ont lieu dans cette institution sous la présidence de Jack Lang, qui, à l'époque, dans ses fonctions de ministre de la Culture, a marqué, comme vous le savez, les politiques publiques, mais a aussi été à l'avant-garde de cette prise en compte des populations maghrébines et donc de leurs enfants, qui sont ces citoyens français aujourd'hui, héritiers des deux rives. Dans ce contexte, ces femmes des quartiers, parce qu'elles ont un ancrage, c'est celui des quartiers populaires, sont les plus exposées à la précarité et elles n'hésitent pas à s'impliquer progressivement au sein d'initiatives militantes en faveur des droits et de la dignité. Loin d'être, comme je vous le disais, considérées comme légitimes, elles étaient invisibilisées dans ces forêts de baraques, des bidonvilles ou autres cités de transit. Au carrefour de revendications relatives aux discriminations de genre, au racisme ou à l'exclusion sociale, ces héroïnes du quotidien s'imposent dans le débat public à plusieurs occasions et à travers plusieurs initiatives. D'abord celui de l'égalité homme-femme, nous l'avons rappelé, celui de l'émancipation donc des schémas familiaux et d'autres, diraient, patriarcaux, et nous nous retrouvons avec aussi la question des violences, et violences sociales, symboliques et économiques. On évoquera également la question de l'approche culturaliste, nous en avons parlé avec ma collègue, à travers les questions autour du voile islamique. C'est comme ça qu'on l'appelait en 1989, quand 2 collégiennes de Creil sont exclues de leur collège pour le porter. Et c'est cet ancrage autour de ces luttes sociales et de la question du contrôle social du corps des femmes qui structure encore aujourd'hui le rapport à cette narration de l'histoire des mobilisations féminines maghrébines en France. Un rapide panel de ces mouvements. À la fin des années 70, les premiers groupes de femmes immigrées bénéficient de l'action militante de la CIMAD, des ASTI, Association de solidarité des travailleurs immigrés, ou d'autres structures autonomes. Et là, on parle de l'autonomie de ces femmes elles-mêmes, au sein, par exemple, de l'Association de promotion des femmes immigrées de Marseille ou de l'Association des femmes du Franc-Moisin à Saint-Denis. D'autres évoqueraient la mémoire des Nana Beur, qui prenaient parfois en charge des jeunes fugueuses qui, à travers leur combat pour l'émancipation, quittaient le giron familial. Les débats de cet après-midi l'ont évoqué. Ou, bien sûr, les combats qui sont, de manière transversale, ceux aussi de leurs frères de lutte et de ces jeunes garçons qui font l'objet d'assassinats ou d'autres expulsions. J'évoquerai ici rapidement quelques noms, celles de mesdames Guémia, Achichi ou Wanès, qui défendent la mémoire de leurs fils assassinés. Je pense ici à ces marcheuses et cette génération militante qui seront à l'origine de Beurre FM aujourd'hui, ou d'autres combats portés par des figures comme Samia Messaoudi, que j'ai croisée tout à l'heure dans la salle, Jida Tazdaït ou Kaïssa Titous. Certaines ont été les premières députées maghrébines au Parlement européen. D'autres ont été à la pointe de tous les combats pour l'égalité et pour la dignité. J'aimerais aussi parler, par exemple, donc, je vous disais, de cette génération d'héritières, des filles de l'immigration,
mais aussi de leurs préoccupations. Leurs préoccupations, c'est aussi celle du vivre ensemble. Nous en parlions tout à l'heure. Le vivre ensemble, c'est quoi? C'est la vie dans les quartiers, c'est le soutien scolaire, c'est les moments de convivialité, c'est ce qui n'est peut-être pas médiatique, mais qui crée du lien entre elles et entre toutes et tous, puisque ces quartiers ne sont pas uniquement habités par les familles maghrébines. Et ces actions en faveur de la lutte contre la précarité et contre les discriminations leur inspirent l'ensemble des mobilisations politiques et sociales pour l'égalité des droits. Et cette égalité des droits, c'est aussi celle du logement. Je vous parlais de ces baraques, ces familles maghrébines des baraques. On l'oublie peut-être aujourd'hui, mais ce mal logement a frappé très violemment les familles, et forcément les mamans, forcément ces femmes maghrébines et leurs enfants. Et c'est ce premier combat qui va faire sortir de l'anonymat ces femmes maghrébines qui vont obtenir, qui vont se battre de la résorption du mal logement jusqu'à la lutte pour le droit à la mémoire et à l'histoire autour des enjeux de la rénovation urbaine. Je conclurai mon propos autour de cette grande dispute autour du corps des femmes. Et vous le disiez, cher ami, entre ceux qui voudraient mesurer la longueur ou la courte jupe témoin d'une émancipation féminine, j'aimerais simplement dire que ce débat a aussi impacté les mouvements féministes entre celles qui luttent pour l'émancipation et qui estiment ne devoir faire aucun compromis avec ce vêtement, et celles qui estiment que ce n'est pas un obstacle à la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Sans résoudre cet éternel débat, et vous en avez donné quelques éléments de réponse, je dirais simplement qu'aujourd'hui, les combats continuent. Les générations se renouvellent. Quand on évoque l'immigration maghrébine en France, on parle de plus d'un siècle de présence. On parle d'une pluralité générationnelle, de trajectoires complémentaires et diverses. J'aimerais simplement dire aujourd'hui qu'en tant que femme maghrébine, héritière de l'immigration, je suis fière d'avoir ce patrimoine des luttes ici, mais aussi là-bas, et que ces femmes inspirantes, pour prendre un néologisme anglo-saxon, peuvent nourrir aujourd'hui nos combats et leur universalité, celle de l'égalité de toutes et tous, devant cet horizon indépassable qui fonde et qui est une pierre angulaire de nos valeurs républicaines, puisqu'il faut le rappeler, puisque j'ai le bonheur d'être à la fois française et algérienne, je dirais que ce patrimoine commun, celui des droits de l'homme, vous l'évoquiez, cher ami, tout à l'heure, ou celui des valeurs universelles que sont celles de l'égalité, de la fraternité, et nous ne l'avons pas oublié dans cette fraternité qui a traversé aujourd'hui tous les échanges et tous les débats, mais également, et nous l'avions dit, celle de la liberté des femmes à disposer de leur corps, la liberté des femmes à aimer ou pas être au foyer, à vouloir ou pas s'inscrire dans une vie active, économique, à avoir ou pas des enfants. Je pense que ce laboratoire d'émancipation, d'idées et d'actions que sont ces actions des femmes maghrébines en Méditerranée doivent, et ça engage ma parole bien sûr, nourrir, inspirer nos actions, que nous soyons hommes ou femmes, en exil, dans notre pays, ou issus de ces histoires plurielles. Je conclurai simplement sur les enjeux politiques et patrimoniaux qui sont les miens, c'est de dire que pour vivre ensemble, il faut se raconter ensemble, et j'emprunterai le concept à Paul Ricoeur de l'identité narrative. Si nous nous racontons ensemble, nous pourrons vivre ensemble. Donc j'invite ici et là-bas celles et ceux qui voudraient le promouvoir à se réapproprier les discours et la mémoire des luttes pour rendre aux femmes la place qu'elles ont occupée hier, aujourd'hui et certainement demain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Naïma Yahi, pour le sujet que vous avez choisi. C'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Vous en parlez avec le cœur et avec tellement d'intelligence et de sensibilité. Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Madame Awatif Touchani, juriste et activiste des droits de l'homme. Elle vient de la Libye. Madame Touchani parlera en arabe et sera traduite par Madame Salwa Nouaimi, que je remercie. Avec Madame Awatif Touchani, nous saurons si les femmes en Libye se portent bien.
J'appelle Madame Toshani. تفضلي. شكرا جزيلا. تفضلي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. Bonsoir. حين تجاوزت أمي مرحلة التعليم الابتدائي وكانت تسكن في ضاحية تاجورا القريبة من العاصمة طرابلس، كان عليها أن تنتقل للعاصمة لتكمل مرحلة تعليمها الإعدادي، ذلك لأن لم يكن هناك تعليم في المرحلة الإعدادية فيما يجاورها من المنطقة. إلا أن هذا الأمر قوبل برفض العائلة. حاولت أمي مرارا وتكرارا إقناع عائلتها برغبتها في استكمال الدراسة، إلا أنها لم توفق في ذلك. Quand ma mère a terminé ses études à l'école primaire, elle a voulu continuer, mais pour ça, il fallait qu'elle voyage, qu'elle fasse 20 km pour aller à Tripoli. Mais la famille, bien sûr, était contre. حينها قررت مراسلة سيدة مصلحة اجتماعية كانت تقدم في برنامج عبر الراديو آنذاك. Ma mère, optimiste, elle a décidé d'écrire à une dame qui présentait une émission à la radio qui donnait des conseils. لسوء حظ والدتي دعمت تلك السيدة في برنامجها وعلى الهواء، وعندما كانت عائلتها في الاستماع قرار العائلة، وطلبت من أمي أن تسمع وتطيع وتنفذ وتحترم ذلك القرار، وقالت لها إن لم تدرس عائشة فسوف تدرس عويشة، وعائشة هو اسم والدتي، بمعنى أنه سوف يكون بإمكانها مستقبلا أن تتزوج وتنجب من يحمل عنها الراية ويحقق حلمها في الدراسة والنجاح. Donc ma mère attendait la réponse positive de cette dame pour appuyer sa demande, mais malheureusement c'était vraiment le contraire. La dame de la radio a donné ses conseils. Elle a dit à ma mère d'obéir à sa famille, d'être patiente, de se marier. Et si elle, Aïcha, elle ne peut pas continuer ses études, certainement la petite Aïcha, elle va le faire. دائما ما كنت أتساءل هل بإمكاننا نحن النساء أن نتحدث عن قضايانا بموضوعية وتوازن وحياد؟ Je me suis toujours demandé, est-ce que nous, les femmes, nous pouvons parler de notre cause avec rigueur, avec objectivité? رغم كوني محامية لفترة تزيد عن 10 سنوات، تعرضت خلالها إلى العديد من القضايا، الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق. J'étais avocate pendant 10 ans. J'ai plaidé dans des procès qui concernent les femmes, mariage, divorce. وكوني كوكيل سابق لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، واجهت العديد من القضايا المتعلقة بقضية حقوق المرأة. Également, j'étais secrétaire générale du ministère de la Culture et de la société civile, et donc j'étais confrontée à beaucoup de problèmes qui concernent les conditions de la femme. كما أن عملي الحالي بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني مكنني من الاطلاع على العديد من الأمور المتعلقة بذلك. Maintenant, on travaille au sein du conseil présidentiel du gouvernement d'entente en Libye, me permet d'essayer de résoudre beaucoup de problèmes qui concernent aussi les femmes. إلا أن تعقيدات المسألة في ليبيا تجعل من التواضع أمراً مهماً حين التطرق أو الحديث عن قضية المرأة في ليبيا، ذلك لأن قضية المرأة في ليبيا فعلاً تصيب بالحيرة. Elle dit que la condition des femmes en Tunisie est tellement complexe qu'il faut vraiment, elle répète, beaucoup de rigueur, beaucoup d'objectivité et beaucoup de modestie pour parler de ce sujet. لكل قضية أي قضية 3 مستويات، مستوى عام، مستوى خاص، ومستوى أكثر خصوصية. Pour chaque problème, il y a plusieurs niveaux. Pour traiter chaque problème, il y a plusieurs niveaux.
المستوى العام لقضية المرأة هو اشتراك كل النساء أو جميع النساء عبر العالم في الكفاح والنضال من أجل تحقيق المساواة بينهن وبين الرجال. En général, dans le monde entier, la première revendication des femmes, c'est l'égalité homme-femme, l'égalité des sexes. ذلك لأن الصراع بين الرجل والمرأة هو صراع قديم قدم التاريخ، منذ أن قيل أن حواء هي من أغوت آدم بالتفاحة فدفع هو الثمن وتحمل مسؤولية ذلك. Parce que le conflit, l'affrontement entre les hommes et les femmes est aussi vieux et ancien que l'histoire. Donc ça a commencé avec l'histoire de la pomme, la fameuse histoire de la pomme, Adam et Ève. Et on dit que c'est l'homme, dans la légende, que c'est l'homme qui a payé le prix et qui a subi les conséquences. ولعلها من هنا بدأت الأساطير التي ترسخ للمفهوم السلبي لدور المرأة المعطل في المجتمع، ورغم أن المجتمعات الغربية قد تجاوزت هذا الأمر نسبياً بتحول المرأة فيها إلى امرأة منتجة وعاملة، وبالتالي أصبحت قادرة ومستقلة مادياً، وصار بإمكانها أن تشتري التفاحة دون أن تغري أو تطلب أحد من ذلك. Donc c'était quoi le début? Seulement le début, oui. لعلها من هنا بدأت الأساطير التي ترسخ. À partir de ces légendes a commencé le rôle, c'est-à-dire le rôle de la femme, le rôle donné à la femme, le rôle passif donné à la femme dans l'histoire. Et peut-être on peut remarquer que dans les sociétés occidentales, que les femmes, ils ont pu avancer, avoir leurs droits et être indépendantes économiquement. أما المستوى الخاص لقضية المرأة والذي أقصد به في تحليلي أو طرحي هذا قضية المرأة في المجتمعات الشرقية العربية والإسلامية. Donc, un autre niveau de l'analyse, c'est les conditions des femmes dans les sociétés arabes et musulmanes. هناك مجتمعات أصبحت فيها أو باتت فيها المرأة تناضل وتكافح بل تنافس من أجل القيادة السياسية للدولة، وهذا الأمر غالبا ما يكون مرهون فقط بصندوق الاقتراع. Bon, s'il y a des pays, parmi ces pays, s'il y a des pays où la femme ou les femmes ont le droit de se présenter pour diriger le pays, et c'est seulement les urnes qui décident quelque chose de ce genre. بالمقابل هناك مجتمعات لا زالت فيها المرأة تناضل وتكافح من أجل أن تكتسب حق قيادة السيارة، حق السفر دون محرم، حق أن يتمتع أبنائها من زوج أجنبي بجنسيتها. Par contre, il y a d'autres sociétés où seulement conduire une voiture est quelque chose où les femmes sont privées, où les femmes n'ont pas le droit de voyager toute seule, où une femme n'a pas le droit de voyager toute seule sans tuteur, et une femme n'a pas le droit de donner sa nationalité à ses enfants si son mari il est étranger. أما المستوى الأكثر خصوصية والذي أقصد به في طرحي هذا قضية المرأة الليبية، والتي أعتبرها قضية فريدة ومختلفة من نوعها. Bon, le troisième niveau, c'est le niveau des conditions de la femme en Libye. Et pour Awatif, c'est une situation unique et complexe. فالمرأة الليبية وعبر التشريعات تتمتع بهامش حقيقي وكبير من الحقوق والحريات، ربما لا تتمتع به امرأة في مجتمعات عربية وإسلامية أخرى. Dans les lois, la femme libyenne a presque tous les droits. C'est-à-dire théoriquement, elle a tous les droits que les femmes dans d'autres sociétés arabes ou arabo-musulmanes n'ont pas. كما أن مدونة التشريعات الليبية أعطت للمرأة حق الترشح والانتخاب منذ قيام الدولة الليبية عام 1951. La constitution libyenne a donné aux femmes libyennes le droit de voter, mais aussi le droit d'être candidate. Une femme libyenne peut être candidate
pour n'importe quel poste ou au Parlement ou ailleurs. كما أن عمل المرأة في ليبيا هو مشروع ومطلوب بل مسموح به. فالمرأة في ليبيا تعمل في جميع التخصصات والمجالات. المرأة هي معلمة، هي مديرة لمدرسة، هي طبيبة، هي مديرة لمستشفى، هي قاضية، هي محامية، هي وكيلة نيابة، هي قائدة طيارة، بل حتى ضابطة جيش وشرطة. Donc la femme en Libye, elle a le droit, et même c'est encouragé de travailler dans tous les domaines, la médecine, être juge, être médecin, être tous les métiers qu'on peut imaginer, c'est-à-dire tous les métiers, et même être dans la police ou l'armée. من جهة أخرى، رغم أن التشريعات أعطت للمرأة الليبية حق التمثيل السياسي، فنسبة تمثيل المرأة في البرلمان الليبي تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكونغرس الأمريكي، إلا أن القيادة السياسية بالنسبة للمرأة الليبية أمر بعيد كل البعد عنها. Bon, les lois ont donné aux femmes libyennes le droit d'être dans le Parlement, et c'est pour ça qu'on trouve les femmes, le pourcentage des femmes libyennes au Parlement, c'est 19%, mais par contre, les femmes n'ont pas le droit d'être à la tête des commissions ou dans des responsabilités au sein de ce Parlement. فلا توجد مرأة في رئاسة البرلمان ولا في رئاسة لجانه التخصصية. Il n'y a pas de femmes à la direction du Parlement, il n'y a pas de femmes dans les commissions importantes. ولا توجد امرأة كعضوة في المجلس الرئاسي وهو يتكون من 9 أعضاء كلهم رجال ليس من بينهم امرأة واحدة. Le conseil présidentiel, il y a 9 hommes, il y a pas de femmes. كما أن المجلس الأعلى للدولة لا توجد في رئاسته أي امرأة. Pas de femmes non plus dans le conseil supérieur de l'État. وهي المؤسسات السياسية المنبثقة على الاتفاق السياسي الذي ينظم هذه المرحلة والذي ينص في نصوصه على ضرورة المشاركة والقيادة السياسية للمرأة، ذلك لأن المرأة الليبية كان لها دور هام ورئيسي في تحقيق هذا التوافق السياسي. Donc après le printemps arabe, après la révolution, en principe, les Libyennes, elles étaient poussées à participer, et elles ont participé, mais dans la réalité, elles ne trouvent pas leur place. من المفارقات أيضا أن الربيع العربي يمثل واقعيا حالة مختلفة تماما على الشعارات التي قام من أجلها. Donc, ce qui se passe dans la réalité, dans la société, c'est vraiment le contraire de tous les slogans que la révolution a revendiqués. ففي ظل النظام السابق كان القانون يمنع تعدد الزوجات، إلا أن هذا الأمر بعد ثورة فبراير وأعلان التحرير تراجع وانتكس. En temps de Kadhafi, avant la révolution, la polygamie, par exemple, était interdite, mais après, ça a été autorisé. وحتى من يقاتل الإسلاميين المتهمين بالتشدد في شرق البلاد أصدر مؤخرا قرارا بمنع المرأة الليبية من السفر دون محرم. Et même ceux qui combattent les extrémistes religieux islamistes en Libye, maintenant, ils imposent aux femmes de ne pas voyager qu'avec un tuteur. هذه الحالة من التناقض بين الحياة العملية وبين الواقع التشريعي وبين الشعارات السياسية والتعامل بعكسها في الإجراءات والقرارات فعلا جديرة بالتأمل. Donc c'est une situation qui est vraiment, c'est un cas d'école si on peut dire, cette contradiction entre les slogans, les lois, les revendications et après ce qui se passe dans la réalité. فالحقيقة الموجعة أن التطور التشريعي الذي شهدته قضية المرأة في ليبيا هو أمر نخبوي فرضته الإرادة السياسية. Donc les lois qui donnent aux femmes libyennes leurs droits, c'était vraiment une volonté politique élitiste qui a été imposée. ولم يأتي نتيجة لنضال نسوي ثقافي واجتماعي وبالتالي فهو عرضة للضياع والانتقاص. C'était pas le fruit d'une lutte féministe, sociale,
politique. Donc, ça peut être détruit facilement. ضمن المزايدات السياسية خاصة مع تنامي الحركات الدينية المتشددة اتجاه قضايا المرأة. Et surtout avec tout ce qui se passe avec les extrémistes et leur position vis-à-vis de la condition des femmes. هذا التناقض يجعل السؤال مشروعا، هل نحن نساء ليبيا بخير؟ Donc, toute cette situation contradictoire nous impose la question, est-ce que les femmes libyennes vont bien? ومن الممكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى، هل نحن بحالة سيئة؟ Est-ce qu'elles vont mal? من الواضح أن الإجابة بنعم أو لا تصيب الحقيقة. Mais la réponse par oui ou par non ne donne pas la vérité. C'est pas la réponse, quoi. لكن من المؤكد أن حالة المرأة الليبية بما تحمله من تناقضات ومفارقات وخصوصية جديرة بالدراسة والاهتمام. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un sujet d'étude très féconde. فمن الواضح أن المرأة الليبية لا تحتاج لأن يقطف لها أحد التفاحة. La femme libyenne n'a pas besoin qu'on cueille des pommes pour elle. فبإمكانها أن تتحصل على ذلك بمفردها. Elle peut le faire toute seule. ولكن إن حدث هذا فمن المشكوك فيه كثيرا أن تستمتع بها. Donc elle va manger, mais c'est pas sûr qu'elle va en jouir. عندما قالت تلك السيدة لوالدتي في برنامجها الإذاعي المسموع إن لم تدرس عائشة فسوف تدرس عويشة. Quand la dame de la radio a répondu à ma mère que si Aïcha ne fait pas ses études, les petites Aïcha vont faire ça. نعم قد تحقق الكثير من ذلك. Donc ça c'est réalisé. درست أختي فوزية الصيدلة وهي الآن تعمل ومقيمة بألمانيا. Fawzia, ma sœur, a étudié, elle est pharmacienne en Allemagne. درست أختي أحلام الإدارة وهي الآن مديرة لمدرسة. Ma sœur Ahlam est directrice d'école à Tripoli. درست أختي صابرين الهندسة وهي الآن مصممة ديكور وتعمل بألمانيا. Sabrine, la troisième, a étudié l'architecture. Elle est décoratrice d'intérieur. وأنا أقف أمامكم أحدثكم عن تجربتي. رغم أن حلم والدتي في الدراسة والنجاح والعمل قد تجاوزها وتحقق فينا، لكنها بكل تأكيد هي سعيدة ومستمتعة بذلك. Le rêve de ma mère n'a pas réalisé son rêve à elle de continuer ses études, mais son rêve pour ses enfants, et surtout pour ses filles, a été réalisé, et je suis sûre qu'elle est très heureuse là où elle est. من خلال ما سمعتم هل يمكنني أن أطرح عليكم السؤال أيضا؟ هل نحن نساء ليبيا فعلا بخير؟ À travers ce que je vous ai raconté, est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que les femmes libyennes vont bien? شكرا جزيلا. السيدة عواطف طشاني، نشكرك على هذه المداخلة على أمل أن تكون نساء ليبيا دائما بخير ونساء العالم أجمع، وعلى أمل أن تتحصل المرأة الليبية على كل أنواع الفاكهة التي تخطر على بالها. Madame Toshani, je vous remercie pour votre témoignage qui en dit long sur le chemin qui reste à parcourir pour la femme en Libye ainsi que pour des femmes dans beaucoup de pays dans ce monde. En arabe, on dit « khitamuha misk », ce qui veut dire en français « nous terminerons en beauté », avec Madame Olfa Thérèse Rambourg, à qui je donnerai la parole de suite. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Olfa Thérèse Rambourg et je suis présidente de la Fondation Rambourg, créée en 2011 par Guillaume, mon mari et moi-même, et qui a pour mission de promouvoir l'éducation, l'art et la culture en Tunisie. Je vais vous parler aujourd'hui de l'art et de la culture comme levier d'inclusion, mais aussi comme arme pour lutter efficacement contre le terrorisme, car combattre l'exclusion et le terrorisme avec encore plus d'exclusion, de stigmatisation, rompre le dialogue,
fait le lit de tous les extrémismes et ravive les rancœurs et les tensions. Ce qu'il faut faire, en revanche, et je pense que je ne réinvente pas la roue en disant cela, c'est de redonner espoir, redonner confiance, redonner la parole à tous ceux qui, marginalisés depuis trop longtemps, ne trouvent aujourd'hui que la violence pour se faire entendre. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'un des projets de la Fondation qui est au cœur de la lutte contre l'exclusion et le terrorisme. C'est le Centre des arts et des métiers de Jbel Samem. Alors Jbel, vous le savez ou pas, veut dire montagne en arabe. Jbel Samem se trouve dans le gouvernorat de Kasserine, centre-ouest de la Tunisie, une des régions les plus pauvres du pays. 60% des habitants vivent en milieu rural et 30% de la population active est au chômage. Depuis quelques années, un camp de terroristes s'est installé dans la montagne de Jbel Samem et terrorise les populations quand ils ne recrutent pas les plus désespérés ou les plus en colère. Ces populations subissent une double peine. Elles risquent leur vie si elles s'aventurent dans la montagne, qui reste leur seul moyen de subsistance et avec laquelle ils ont une relation quasi fusionnelle, car les djihadistes ont truffé la montagne de mines antipersonnelles pour dissuader les villageois de s'y rendre, de les localiser et d'en informer l'armée. De l'autre côté, ils n'ont rien dans leur village qui leur permette de gagner leur vie ou de se divertir. Alors comment est né ce projet ? Qu'est-ce qui nous a poussés à aller à Jbel Samem, dont la seule mention du nom suscite peur et effroi en Tunisie ? Tout a commencé le 13 novembre 2015. Un jeune berger de la région, Mabrouk Soltani, s'est fait décapiter par ce groupe terroriste. Il avait 16 ans, il avait quitté l'école pour subvenir aux besoins de sa famille et surveiller tranquillement son troupeau quand l'horreur frappa. Ce soir-là, son frère Mohamed témoigna à la télévision nationale. La douleur et la dignité de ce jeune homme étaient bouleversantes. Il ne cessait de répéter ces deux phrases : « Nous n'avons plus d'espoir, nous sommes livrés à nous-mêmes ». C'était la vision même du désespoir et de l'exclusion. Ce soir-là, en écoutant ce jeune homme parler, j'ai su que j'allais faire quelque chose à Jbel Samem. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais que j'y allais. Et puis ce projet, c'est aussi une rencontre avec un homme extraordinaire, Adnan Hleli, originaire de la région, professeur au collège, poète, écrivain et homme de théâtre. Et le projet a commencé à prendre forme parce que souvent les beaux projets, ce sont d'abord de belles rencontres, et des belles rencontres, j'en ai fait beaucoup à Jbel Samem. Alors le projet, qu'est-ce que le Centre des arts et des métiers de Jbel Samem ? Tout d'abord, c'est une volonté, une demande des villageois eux-mêmes. Au début, je n'ai fait que les écouter, et ils voulaient de la culture. Ils voulaient préserver leur culture, leur patrimoine, mais aussi le partager. Et il y avait deux points pour moi qui étaient très importants dans l'élaboration de ce projet. Premièrement, le projet devait être porté par les habitants de la région. Je voulais faire renaître la confiance et l'estime de soi qu'ils avaient perdue, faire rejaillir en eux cette volonté, cette capacité d'accomplir de belles choses et de prendre leur destin en main. Les habitants de Jbel Samem sont fiers, ils sont dignes et courageux. Ils sont très attachés à leur terre, à leur montagne. La montagne, c'est la mer, c'est la muse. Ils n'ont pas envie de la quitter. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans des grandes villes où de toute façon ils sont très mal accueillis et où ils vivent souvent dans des conditions pires que dans leur village natal. Ils se sont appropriés le projet et le sentiment de joie et d'espoir qu'il suscite est incroyable. Tous les corps de métier qui travaillent sur ce projet viennent de la région, les architectes, les ingénieurs, le bureau d'études, les formateurs et tout le staff à venir sera également de la région. En deuxième lieu, ce qui était important, c'était la qualité du projet. Je voulais que ce centre soit de la même qualité que ce que l'on peut trouver dans la capitale.
Je ne suis pas adepte du principe qui dit que puisque ces gens n'ont rien, alors ils devraient se contenter de peu ou de quelque chose de mauvaise qualité. C'est toujours mieux que rien. Ce projet, c'est justement pour leur dire qu'ils sont importants, que leur prospérité, c'est aussi la prospérité du pays et qu'ils devraient avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités que les gens qui vivent dans des régions plus prospères parce qu'ils font partie du pays. Les travaux ont commencé il y a quelques mois. Les équipes se mettent en place. Le centre aura 3 composantes. Une composante purement culturelle avec une salle de cinéma, une salle de théâtre, des ateliers pour les enfants et les adolescents de musique, de chant, d'art plastique. Il y aura également une composante sport avec un terrain omnisport parce que nous connaissons tous les bienfaits du sport sur le corps et l'esprit. Il y aura une bibliothèque, un petit café culturel et une aire de jeu pour les plus petits parce que ce centre, nous le voulons aussi comme un centre, comme un lieu de vie. Et enfin, la composante la plus importante, c'est la composante des arts et des métiers qu'il faut préserver et qui constituera une source de revenus pour les villageois à travers un réseau de distribution de commerce équitable que nous sommes en train de mettre en place. Le tissage, la poterie, le travail de l'alpha, la tapisserie, l'apiculture, mais aussi la cueillette du romarin et de nombreuses plantes médicinales qui poussent en flanc de montagne et qui peuvent donner de précieuses huiles essentielles thérapeutiques. Toutes ces richesses sont autant d'opportunités inexploitées qui permettront à leur région de se développer, renforceront le tissu social, feront une promotion culturelle de la région et offriront de nouvelles perspectives aux jeunes, loin de la violence et de la radicalisation. L'espoir renaît à Jebel Samem, les idées fusent, une maison d'hôtes est déjà en construction en face du centre. On regarde l'avenir avec plus de sérénité. On se réjouit de savoir que ce centre permettra les échanges entre les artisans de la région et des designers venus de la capitale, mais aussi d'autres pays pour redynamiser l'artisanat local. Le week-end dernier, en marge du Centre des arts et des métiers, des artistes venus d'Argentine, d'Uruguay, du Mexique, de France, d'Italie, d'Espagne et d'Algérie sont venus partager leur culture et leur savoir-faire avec les villageois de Jebel Samem. Les chants berbères ont fait écho aux danseurs de flamenco venus d'Andalousie pour célébrer le vivre ensemble et la fraternité. La magie de l'art et de la culture est en train d'opérer à Jebel Samem. Je voudrais pour finir partager avec vous ce petit film pour que vous rencontriez les gens de Jebel Samem au moins virtuellement, parce qu'ils gagnent vraiment à être connus. Et je tiens à dire également pour ma défense que les lunettes de soleil que je porte dans le film ne sont pas un effet de style, mais une tentative de camoufler une méchante conjonctivite. Bon film, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Olfa Thérèse Rambourg, pour cette dernière intervention. Alors, je vous souhaite bon courage pour vos projets qui contribuent à lutter contre le terrorisme de la plus belle façon et peut-être d'une façon très efficace également. Et les lunettes vous vont super bien. Mesdames, Messieurs, cette journée touche à sa fin. Nous avons eu le bonheur d'écouter des femmes qui font partie de l'élite maghrébine et qui ont réussi, grâce à leur courage et leurs compétences, à faire bouger leurs pays respectifs. Mais laissez-moi avoir une pensée émue pour des milliers, voire des millions de femmes qui se battent à l'instant où je vous parle pour le pain, pour l'éducation, pour la dignité, pour la liberté et pour peut-être, enfin, un jour, l'égalité. Alors vous allez vous débarrasser de moi, j'ai juste une dernière chose à vous dire, et c'est quelque chose de très personnel. Depuis plus de 2 ans, j'ai la chance de travailler avec une femme exceptionnelle. Ma collègue marocaine, Salma Bounjara, je la salue. Ensemble, en tant que femme en premier, et après, en tant que journaliste, nous faisons preuve que quand la femme est l'amie de la femme, elles feront des miracles. Alors, je laisse le mot de fin à Madame Alix Etournou. Excellente soirée et à très bientôt. Avant de remercier toutes les femmes ici, je voulais remercier encore une fois l'Institut du monde arabe. Je voulais remercier aussi nos sponsors parce qu'il faut être réaliste, on ne serait pas là sans eux. Je voulais remercier le CIC, nos partenaires médias aussi, France Média Monde, les Chics qui doivent être quelque part autour de nous, Nathalie Garçon, monshowroom.com et un grand merci également aux ambassades de France, on l'a dit tout à l'heure, mais on le répète, qui nous ont aidés pour réussir cette soirée et cette journée d'aujourd'hui. Je voulais enfin remercier toutes les femmes qui sont là, qui se sont mobilisées, qui sont venues jusqu'à nous et qui ont participé à ces débats. En les écoutant, comme disait tout à l'heure Samira Sital, j'ai beaucoup appris aussi. Et je me suis dit que finalement, de toute façon, nos combats étaient les mêmes des 2 côtés de la Méditerranée. Alors oui, on a eu le droit à l'avortement en 1975, mais finalement, la Tunisie l'a eu avant nous. Oui, on a une loi sur la parité, mais finalement, elle existe aussi en Libye. Et puis, si on y regarde de plus près, les élus en France restent quand même majoritairement des élus masculins. Si on y regarde de plus près aussi, à la tête des grandes entreprises, on trouve aussi une majorité de costumes gris. L'égalité salariale, c'est pas une réalité en France non plus. Aujourd'hui, à diplôme équivalent, une femme gagne toujours 25% de moins qu'un homme en moyenne. Ce sont aussi les femmes qui occupent les emplois à temps partiel à 80%. Donc finalement, au Maghreb comme en France, les femmes doivent toujours se battre pour une égalité qui devrait être naturelle. Alors nous allons continuer à avancer ensemble. Nous allons rester vigilantes aussi ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est aussi avec les hommes, parce que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Merci.